Bonjour à tous et merci de nous rejoindre au Kosovo pour Europe District. Nous sommes à Mitrovica, la ville qui symbolise à elle seule l'antagonisme entre Kosovars d'origine albanaise et d'origine serbe. Nous nous trouvons même sur la rive sud de la ville où la majorité est encore albanaise. Et vous voyez derrière moi les gravats déposés par les Serbes qui ne reconnaissent pas l'indépendance décrétée unilatéralement par le Kosovo en 2008 et veulent bloquer l'accès au nord du pays, après la terrible querelle des postes frontières déclenchée à la mi-septembre. À travers nos reportages, nous allons d'ailleurs vous proposer de décrypter la situation politique complexe du Kosovo et le regain de tension avec la Serbie. Nous interrogerons la négociatrice côté kosovar, une femme de fer. Nous vous montrerons que certains tentent de jeter des ponts entre les deux ethnies, notamment dans le domaine culturel et musical. Et puis pour finir, nous vous emmènerons visiter Pristina, la capitale, en compagnie d'une femme écrivain. Mais tout de suite, revenons sur les événements qui ont marqué les dernières semaines. Les esprits se sont échauffés pour savoir qui contrôlerait le nord du Kosovo où vivent 45 000 Serbes et notamment les postes de douane. Le problème a été porté devant l'ONU. Explication de notre envoyée spéciale Valérie Labonne. Le 25 juillet dernier, le poste frontière de Jarinje au nord du Kosovo est en flammes. Des manifestants serbes y ont mis le feu pour protester contre l'arrivée de policiers kosovars d'origine albanaise. Pristina, avec l'aide de ses forces spéciales, a en effet décidé de prendre le contrôle de 2 postes frontières avec la Serbie en réponse à l'embargo imposé sur les marchandises par Belgrade depuis 2008. Le gouvernement du Kosovo a décidé le 25 juillet d'appliquer des mesures de réciprocité contre les importations de biens en provenance de la Serbie. Parce que ces 3 dernières années, le gouvernement serbe n'a laissé aucune marchandise du Kosovo être importée, plutôt être exportée du Kosovo vers la Serbie. Il a même empêché le transit de marchandises via la Serbie vers d'autres pays, ce qui a mis en péril le fonctionnement de notre économie et de nos producteurs locaux. La Serbie et les 45 000 Serbes vivant dans le nord du Kosovo refusent de reconnaître l'État kosovar proclamé en février 2008 et pas encore reconnu par la majorité des membres de l'ONU. Cette enclave est d'ailleurs entièrement dépendante économiquement de Belgrade, qui y a installé ses propres institutions avec des fonctionnaires qui lui sont entièrement fidèles. En ce moment, la communauté internationale refuse de regarder en face la réalité de la situation sur le terrain. Les Serbes qui sont restés au nord du Kosovo ne veulent pas des institutions albanaises. Une situation contraire au principe d'intégrité territoriale dont Pristina a décidé de venir à bout. Le gouvernement d'Hashim Thaçi a décrété qu'il fallait rétablir l'autorité de Pristina, quitte à bousculer les événements et mettre les forces internationales présentes devant le fait accompli. Totale surprise parce qu'il n'y avait pas eu de concertation avec les instances internationales, dont la KFOR. C'est une décision unilatérale du gouvernement de Pristina d'envoyer ce jour et au poste administratif Gate 1 et Dock 31 ces éléments. Les forces militaires de l'OTAN, la KFOR et la mission civile de l'Union européenne, l'EULEX, ont finalement assumé le transport par hélicoptère des policiers kosovars. Elles doivent désormais assurer la sécurité des postes frontières déclarés zone militaire restreinte. EULEX a été chargé de la gestion des douanes avec une présence symbolique de Kosovars albanais. Pristina a engagé le bras de fer, convaincu que les internationaux privilégient un statu quo insupportable à ses yeux. Le principal problème, c'est le manque d'état de droit. La MINUC depuis 1999, puis l'EULEX n'ont pas accompli leur mission de mettre en place un état de droit au nord. Aujourd'hui, les institutions appartiennent essentiellement à des criminels et à des bandes organisées. Une situation dont ils tirent profit grâce au trafic d'essence, de drogue et de bien d'autres choses. Une nouvelle donne très mal vécue par les Serbes du Nord qui se sentent lâchés par la communauté internationale qu'ils accusent d'être sortis de sa neutralité. Nous, on va continuer à se battre. On va se battre de façon démocratique et même physiquement s'il le faut. On ne va pas céder, même si on doit y laisser nos vies. Depuis juillet dernier, la tension est très vive dans la partie nord de Mitrovica. Une tension qui est encore montée d'un cran quand les 2 camps ont annoncé, après une réunion à Bruxelles le 2 septembre, avoir trouvé un accord sur les douanes.
Cet accord, signé par les négociateurs, entérine la fin des embargos, la reconnaissance du tampon kosovar et l'arrivée de douaniers prévus pour le 16 septembre. Une signature désavouée par Belgrade. Cela va mettre sérieusement en danger la stabilité et la paix dans toute la région. Cette solution n'a pas été signée entre Belgrade et Pristina. On doit l'empêcher. En attendant, le LEX joue sur la poursuite du dialogue et insiste sur l'application de l'accord de libre circulation, jugé incontournable. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer les conditions de vie. Et il n'y a pas de meilleure amélioration des conditions de vie que de faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Enfin, je veux dire, ça fait partie des grands principes que l'Europe soutient, promeut, développe chaque fois qu'elle en a l'occasion. La KFOR a renforcé ses moyens militaires et humains pour empêcher l'embrasement. Les émissaires de l'Union européenne sont aussi très présents et même si les barrages vers le nord étaient levés et le blocus oublié, il faudra encore du temps pour faire tomber les frontières dans les esprits des deux communautés qui restent profondément divisées. Après ce reportage, on se retrouve au siège du gouvernement en compagnie de Edita Tahiri, bonjour, vice-première ministre du Kosovo, négociatrice en chef dans le dialogue qui a lieu sous la houlette de Bruxelles entre autorités kosovares et serbes. Alors on a vu que le gouvernement auquel vous appartenez a dépêché des douaniers kosovars d'origine albanaise sur 2 postes frontières le 15 septembre, ce qui a créé un regain de tension. Alors pourquoi ce choix ? Comme nous le savons, le 2 septembre à Bruxelles, nous nous étions mis d'accord avec la Serbie pour passer à la liberté de circulation des marchandises et la reconnaissance mutuelle des tampons de douane. Il fallait bien que cela débouche sur un plan de mise en application. Il était nécessaire aussi que nous récupérions l'autorité sur le contrôle des postes frontières du Nord, portes 1 et 31, qui ont malencontreusement fait preuve d'une forte porosité depuis trop longtemps. Nous considérons qu'on a trop toléré que la Serbie s'immisce dans les affaires intérieures du Kosovo. C'est le cas depuis la fin de la guerre, en 1999, quand la force onusienne de la MINUC administrait la région, mais malheureusement a échoué à contrôler tout le territoire et tous les Kosovars. La MINUC a laissé un tiers du territoire au nord sans gouvernement et a donné l'opportunité à l'ex-occupant serbe de construire des structures parallèles, structures qui aujourd'hui se révèlent mafieuses. De notre côté, nous voulons non seulement renforcer l'état de droit, mais aussi aider tous les citoyens, y compris les Serbes, qui vivent là à accéder à la sécurité et au bien-être. Madame la ministre, est-ce que vous n'avez pas peur d'un enlisement de ce conflit et d'une flambée de violence ? D'abord, je veux souligner que notre plan de route est bien coordonné avec nos partenaires internationaux. La KFOR et le LEX participent à des opérations communes avec le gouvernement kosovar pour reprendre l'autorité et le contrôle sur les frontières nord. Ensuite, rappelons que la Serbie est responsable d'un génocide dans ce pays, de 1990 à 1999, et elle est responsable d'interférences dans les affaires kosovares après la mise en place d'une administration sous contrôle international. Et nous sommes persuadés que le dialogue technique à Bruxelles a un but simple. Faire en sorte que la Serbie n'intervienne plus dans les affaires internes du Kosovo et commence à contribuer à des relations de bon voisinage et à la stabilité des Balkans. En décembre dernier, grosse émotion au Kosovo après le rapport du sénateur Dick Marty qui accusait un certain nombre de responsables de l'UÇK, l'armée de libération kosovare, dont le Premier ministre Hashim Thaçi, d'avoir organisé un trafic d'organes prélevés sur des prisonniers serbes. Alors aujourd'hui, le LEX doit enquêter sur ces faits. Est-ce que vous dites, tant mieux finalement, c'est le travail de la justice, ou est-ce que vous dites, tout a été organisé de Belgrade ? Ces sortes d'accusations et d'enquêtes ont déjà été initiées il y a quelques années par le tribunal de La Haye, mais comme vous le savez, elles n'étaient pas fondées et les charges ont été abandonnées. Ce recyclage d'accusations anciennes par Dick Marty, je le crois, plein d'arrière-pensées politiques.
Mais quoi qu'il en soit, nous, en tant que gouvernement, nous ne nous lançons pas dans des spéculations à ce sujet et nous disons, nous sommes prêts à coopérer avec des institutions judiciaires, mais nous voulons voir à l'avenir des rapports professionnels, équitables et fondés. Edita Tahiri, merci de cet entretien. Merci beaucoup. On se retrouve devant l'église orthodoxe moderne qui surplombe Mitrovica Nord et nous allons vous parler de ces faiseurs de paix qui tentent de jeter des ponts entre les communautés. Un certain nombre d'ONG ont des projets pilotes en matière de réconciliation. C'est le cas de la Mitrovica Rock School, cette école de musique qui voudrait faire répéter ensemble des élèves d'origine albanaise et serbe. Pas évident lorsqu'on sait qu'ils sont séparés par un pont infranchissable et pourtant ils arrivent à accorder leur violon. On regarde comment. Session visionnage pour les musiciens du groupe Architect, du moins ceux qui étudient dans la partie nord de la Mitrovica Rock School. Ici, leur dernier concert, réalisé cet été loin du Kosovo divisé, en Macédoine. Les adolescents peaufinent leurs derniers arrangements avant d'enregistrer un single dans des conditions difficiles. Nous allons maintenant enregistrer une démo. C'est pour la 3e chanson. Nous allons faire notre partie et l'envoyer aux gars du Sud, puis ils vont enregistrer la leur. Sans l'aide d'Internet, pas de groupe, car les 3 autres membres des Architects sont kosovars albanais et vivent dans la partie sud, de l'autre côté du pont. Seule une centaine de mètres les séparent et pourtant il leur est impossible de traverser pour répéter ensemble. L'ONG hollandaise Musiciens sans frontières a bien essayé de convaincre les 2 communautés de construire une école commune, mais le projet s'est vite confronté à une dure réalité politique. Les gens ont juste peur de ce qui pourrait se passer s'ils traversent et de ce que les gens pourraient dire quand ils reviennent. Pourquoi t'es-tu de l'autre côté? Pourquoi tu collabores avec eux? Les réseaux sociaux ont rendu le pari possible, créer un groupe mixte digne des professionnels. La première rencontre a eu lieu il y a 2 ans à Skopje. Les jeunes kosovars serbes et albanais ont enfin pu se rencontrer lors d'un camp d'été organisé en Macédoine. Un terrain neutre où les barrières et les préjugés peuvent enfin tomber. À la télé, il n'y a que des extrémistes qui appellent au meurtre ou je ne sais quoi. Mais dans la vraie vie, ce sont des gens très bien, des gens pacifiques. Ils sont très sympas. À l'occasion de cet atelier, les adolescents se sont aperçus qu'ils partageaient une même passion, un goût commun pour les mêmes musiques, une bulle d'air, loin des tensions de Mitrovica. Sur l'autre rive de l'Ibar, sous l'œil du professeur, Blerta, la chanteuse, pose les dernières voix sur la bande-son envoyée la veille par ses amis serbes. Les 3 meilleurs élèves de chaque côté ont été choisis pour réaliser un album et l'excellence rapproche. D'une certaine façon, le groupe sait très bien quel son il veut produire. Ils se mettent d'accord sur la musique sans passer des heures à en discuter. C'est en quelque sorte de l'alchimie. Nous ne faisons que l'encourager. Le résultat est plus que prometteur, avec à la clé 3 morceaux pop-rock aux mélodies entraînantes. L'enjeu est important, toute la bande s'apprête à s'envoler pour les Pays-Bas pour enregistrer leur prochain morceau en studio avec des professionnels de la musique. Un grand voyage qui pour les Narts est la preuve que la musique adoucit les mœurs. Si vous voulez des preuves que notre amitié est forte, vous devez écouter notre musique. Notre musique est très bonne, notre harmonie est très bonne, et c'est ce qui fait que nous sommes de très bons amis. Cette étape n'est que le début d'une grande aventure, car ces architectes interethniques ont l'ambition de bâtir une carrière à long terme. Première étape, la sortie de leur premier album en mars 2012. Nous avons voyagé jusqu'à Pristina, la capitale, et sa rue commerçante Mère Teresa. Avant 2008 et l'indépendance, l'économie du Kosovo était intimement liée à celle de la Serbie, qui depuis a déclenché un embargo contre les produits kosovars. Alors l'économie est-elle viable? Des éléments de réponse avec ce reportage. Recordman du taux de chômage en Europe, plus de 40%, le Kosovo figure parmi les plus pauvres du continent. Déjà à la traîne au sein de la Yougoslavie, il a accru son retard lors de la guerre de 99 contre les Serbes.
Aujourd'hui, 85% des produits sont importés. À la frontière, nous prélevons une TVA et les taxes douanières. Ces taxes constituent 70% de notre budget. L'aide directe de la communauté internationale représente 10% du PIB. Mais avec environ 10 000 expatriés sur ce petit territoire, elle reste un moteur de la consommation et de l'emploi. Enver et sa femme travaillent pour un prestataire français au service de la CAFOR. Technicien agricole de formation, il est employé comme électricien et elle comme femme de ménage. Ils apprécient la sécurité de l'emploi, rare au Kosovo. Tu peux travailler aujourd'hui, le lendemain tu peux aller dans le travail, le patron il peut te dire écoute, désolé mais j'ai plus de travail. Pour faire la même chose dans le privé local, il gagnerait 200 € de moins par mois. Une somme non négligeable quand le salaire moyen au Kosovo s'élève à 250 €. Cette envie d'une vie meilleure pousse beaucoup de Kosovars à partir à l'étranger. L'argent de la diaspora représenterait un tiers du PIB. Le père de Gent, architecte, est parti travailler en Géorgie pour lui payer ses études. C'est une décision que nous avons prise tous ensemble. C'est nécessaire si vous voulez certaines choses dans la vie, comme l'éducation qui coûte très cher. Pour endiguer la fuite des cerveaux et dynamiser la consommation des Kosovars, l'État a récemment augmenté les salaires de ses 70 000 fonctionnaires. Afin de moderniser les infrastructures, le gouvernement a fait appel aux investisseurs étrangers, pas toujours facile à convaincre. Il y a ce que l'on appelle des barrières institutionnelles, la corruption, l'économie informelle, la concurrence déloyale, qui est une conséquence directe de l'économie obscure, de l'évasion fiscale aussi et du manque de contrôle judiciaire. Et puis, l'accès à un financement est très cher pour les entreprises. L'utilisation de l'euro ne suffit pas à rassurer les investisseurs. La viabilité économique du pays devra aussi passer par des réformes en profondeur du milieu des affaires. C'est la fin de cette première partie d'Europe District. On se retrouve juste après la pause, dans quelques minutes, pour la seconde partie avec à la clé une visite insolite de Pristina, la capitale. Yeah!